On dit parfois que, en termes de développement, le café de spécialité a une dizaine d'années d'avance. On peut dire que c'est vrai sous pas mal d'égards. Après, c'est vrai que c'est deux filières qui ne font pas du tout la même taille. Bien sûr, le monde consomme beaucoup plus de café qu'il ne consomme de cacao. Et puis, c'est deux produits qui sont aussi différents au final. C'est vraiment un produit complètement différent qu'un café qui va être torréfié et qui va être servi. Bienvenue dans le podcast du Collectif Café spécial Paris Coffee Show 2025. Je suis Marie-Hélène Kennedy, productrice de la scène conférence et je vous embarque pour revivre 3 jours totalement caféinés. Plus de 22 conférences et plus de 70 experts m'ont rejoint sur scène pour faire partager leur passion et leurs convictions. Une immersion dans tout ce qui fait vibrer la scène café de spécialité en France aujourd'hui. Que vous soyez du métier ou juste de passage ici, installez-vous, servez-vous une bonne tasse et on démarre. Alors, cette dernière conférence de la journée, je vais passer la parole à notre animatrice dans une seconde, Marion. Mais on l'a voulu dans la lignée de notre conférence précédente, à savoir, on est autour du café, mais pas uniquement dans le café. Autant on a voulu aborder juste avant les boissons fonctionnelles et les boissons sans alcool. Là, cette conférence, elle va aborder le chocolat. Et le chocolat en tant que déjà marché très complémentaire au café de spécialité. On va voir le chocolat, le bean to bar, mais aussi comment développer du chiffre d'affaires complémentaire dans les coffee shops grâce au chocolat. Voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est le sujet de notre table ronde et je vous laisse en compagnie de notre animatrice Marion Cazot et de ses experts. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je suis Marion Cazot. Je travaille chez Belco, sourceur et importateur de café et cacao de spécialité. Je suis ravie d'animer cette conférence aujourd'hui. Je remercie énormément le collectif Café, du coup, de nous permettre aujourd'hui de prendre la parole autour de ce beau sujet. Et moi, ce que je voulais vous dire, donc déjà, le bean to bar ou de la fève à la tablette et au chocolat fait que le café de spécialité est à l'expresso aux méthodes douces. C'est vraiment un travail d'artisan qui maîtrise toute la chaîne de valeur, vraiment du sourcing jusqu'à la torréfaction, dans l'idée de valoriser un produit et la richesse surtout d'un produit. Aujourd'hui, en fait, on va explorer comment cette approche s'intègre dans l'univers du café de spécialité avec 3 passionnés. Je vous présente, et je suis très contente de vous les présenter, Carolina Ford, qui est la fondatrice de la société La Cooperativa, qui est une importatrice de bean to bar colombien. Alexis de Boissé, qui est fondateur du coup de la marque Bivouac avec Nicolas Pourailly, qui est une marque de bean to bar outdoor et à emporter. Et enfin Benjamin Goodwin, qui est membre du collectif, très actif du collectif Café, vice-président je crois, et en plus torréfacteur de café et de cacao de spécialité. Donc dans un premier temps, l'idée est de vous faire comprendre en fait comment fonctionne la chaîne de valeur, les différents formats de distribution et aussi les parallèles en fait qu'on peut faire avec le café. Donc, première question hyper importante et fondamentale pour Alexis. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le bean to bar et qui sont les acteurs, s'il te plaît? Alors, le bean to bar, littéralement, ça veut dire de la fève à la tablette. Donc, c'est l'idée de transformer le chocolat depuis la fève. Donc, littéralement, c'est aussi tout simplement mettre en lumière un aspect très process de transformation. Maintenant, derrière, il y a quand même la volonté de générer un questionnement chez les particuliers, de dire pourquoi finalement il y a besoin de le mentionner, de la fève à la tablette, parce qu'en fait, dès qu'on commence à creuser, on se rend compte que beaucoup de chocolatiers, même artisans chocolatiers, ne transforment pas le chocolat depuis la fève. Donc derrière, c'est se différencier déjà par le process, mais aussi c'est se différencier en disant finalement, nous on achète des fèves et en fait, de l'idée d'acheter des fèves, on va se rapprocher de l'origine, se rapprocher de la réalité de ce qui se passe à l'origine et du coup apporter des réponses aux enjeux sociaux, environnementaux, etc. qu'il y a dans ces filières. Donc il y a la volonté de se reconnecter à la réalité
de l'origine et d'apporter une réponse à ces enjeux. Donc c'est derrière aussi des valeurs assez profondes autour de la manière dont on achète du cacao et après du coup aussi, bien sûr, il y a tout le côté subtilité des arômes de chaque fève et de proposer du coup aux particuliers une dégustation de cacao plutôt que des recettes de chocolat qui sont déjà transformées par des industriels. Et ça ressemble exactement justement à l'univers du café de spécialité quand on parle de sourcing, de qualité, d'expérience. Et j'ai une question pour toi, Benjamin. Quelle place justement est attribuée aujourd'hui le bean to bar chez des torréfacteurs ou des coffee shops de spécialité? Bonjour à tous. Donc, en tant que torréfacteur de café, comme beaucoup de mes confrères, dans ma boutique, j'ai toujours eu du chocolat. Montbana, Café Tasse, certains ont travaillé avec Cluizel, Dolphin, etc. Et depuis quelques années, on entend parler du bean to bar et ça vient tranquillement dans nos coffee shops, dans nos torréfactions, où on achète et on revend le chocolat d'artisan. J'ai la chance de revendre d'ailleurs les très bons produits de Bivouac qui sont vraiment très très bons. Et du coup, on s'intéresse un peu plus et on se dit, voilà, nous en tant que torréfacteurs, qu'est-ce qu'on peut apporter au bean to bar? Donc on découvre du coup le cacao de spécialité, le cacao qu'on peut sourcer de la même manière qu'on va sourcer le café de spécialité, avec une approche à l'origine, des terroirs, des saveurs, ce qui nous fait vibrer, quoi. Comment on peut ramener vraiment de la gourmandise dans le chocolat, et avec le bean to bar et le cacao de spécialité, c'est possible. Donc forcément, c'est vraiment deux milieux qui se rapprochent de plus en plus, qui sont pour moi d'ailleurs l'avenir de la torréfaction de café spécialité, c'est la torréfaction de cacao de spécialité justement, parce que ce sont deux milieux très connexes. Le chocolat va très bien avec le café, le carré de chocolat avec le café, et ça permet vraiment d'avoir de multiples saveurs et des choses vraiment très sympas. Donc c'est un marché qui est en train de prendre comme ça tranquillement. Et voilà. J'aimerais bien qu'on définisse un peu plus avec toi, Carolina, qui est très connectée justement à l'origine, parce qu'il y a bean to bar et cacao de spécialité, et vraiment qu'on puisse insister sur les différences et ce que c'est. Oui, donc je ferai plutôt un parallèle entre les cacao de spécialité et les cafés de spécialité. Donc c'est vraiment les valeurs de la traçabilité. Donc l'origine, c'est la partie la plus importante, où on va se soucier de tous les procès dont les cacao est cultivé, les cafés cultivés, c'est qui les personnes qui les produisent, tout ce qui est l'agroforesterie ou l'endroit où c'est cultivé, à toutes les personnes qui sont impliquées dans la cultivation. Et après, on va passer à les différentes étapes de post-récolte. Donc là, les deux, les cacao et les cafés, ils sont des étapes de post-récolte qui sont très, très similaires. Donc on va passer par la fermentation, on va passer pour les séchages, après on va les emballer dans des sacs et ça part en Europe, en Asie, en différents endroits où on n'est pas des pays producteurs. Donc, les cacao de spécialité, les cafés de spécialité, il est torréfié, donc dans des pays qui ne produisent pas les cafés. Et donc, il va être vendu et c'est l'expérience finale de ce café. C'est vraiment le client qui va les préparer ou le bariste qui va les transformer. Les cacao de spécialité, il va suivre les mêmes étapes que les cafés. Mais la torréfaction, c'est vraiment les débuts de l'aventure de la fabrication de bean to bar. Donc là, il y a des semaines de transformation. Ça passe par beaucoup d'étapes très manuelles. Et donc, on est vraiment juste à la début et on va donner au client final un produit qui est fini, où le consommateur, il va juste les croquer, il va sentir ou pas les arômes, l'origine, va s'imaginer comment elle était cultivée, et il va s'intéresser à tout ce qui est derrière ça. Et donc, c'est vraiment un produit complètement différent qu'un café qui va être torréfié et qui va être servi. Et donc, sur le bean to bar, il y a aussi des différents niveaux de bean to bar. Donc, il y a la philosophie de bean to bar, c'est vraiment censé être juste les fèves et les sucres. Deux ingrédients et c'est tout. Et après, il y a des différents types de cacao qui vont ne pas permettre d'utiliser juste ces deux ingrédients. Il va falloir utiliser un peu de beurre de cacao, un peu de lécithine pour pouvoir réussir à avoir un chocolat qui est aussi de très bonne qualité. Mais c'est des artisans, c'est des produits qui sont très, très, très manuels. Et il y a aussi des bean to bar qui sont des semi-industriels qui vont aussi acheter les fèves et qui vont faire des grosses productions de bean to bar parce que c'est de la fève à la tablette, mais qui ne respectent pas les mêmes valeurs que les bean to bar artisans. Donc, il y a vraiment différents niveaux. Benjamin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Carolina? Non, c'est parfait. Après, vraiment, moi, ce que j'aime bien dans le cacao de spécialité, dans le fait de faire du bean to bar, c'est cette approche
complète et globale du marché. Et on maîtrise tout de bout en bout. Donc pour la traçabilité, c'est chouette. Mais même pour moi, en tant que du coup artisan, bah voilà, on touche la matière du début jusqu'à la fin. C'est un métier passionnant, tout simplement. Et toi, Alexis, sur la dimension sourcing? Sur la dimension sourcing, alors il y a pas mal de choses à dire. Il faudrait 3 heures de conférence, en fait. Par rapport au café, entre les similarités, déjà, je pense que au niveau botanique, enfin au niveau scientifique, je sais pas comment le dire, mais c'est des arbres qui partagent quand même pas mal de similarités, dans le sens où c'est des arbres à la base, c'est des arbres de forêt. C'est des arbres qui ont besoin d'avoir un humus au sol et une canopée au-dessus, dans leur version originelle en tout cas. Alors après, bien sûr, il y a eu des clones et des croisements et des variétés qui sont plus résilientes, mais ça, c'est quand même un aspect très important. Et donc, je pense qu'on revient aussi vers ces méthodes de production. Et je pense que ça fait partie des éléments essentiels quand on parle de cacao de spécialité. C'est comme pour le café de spécialité, ou comme une certaine définition du café de spécialité, en tout cas, c'est de dire que oui, dans les plantations, il y a de la biodiversité, il y a d'autres variétés d'arbres et finalement c'est des endroits qui sont riches et dont les sols sont riches. Ça c'est essentiel aussi parce que ça répond à une autre problématique qui est prégnante, je pense, à ces deux filières, qui est la déforestation. Il y a un lien direct dans les pays producteurs entre, et c'est peut-être encore plus prégnant dans le cacao, entre l'impact carbone la place de la déforestation dans l'impact carbone que pourraient avoir ces filières est énorme. Et donc là, l'agroforesterie est une réponse, en tout cas, pour adresser cette problématique. Maintenant, ces deux filières aussi, qui malheureusement héritent du même poids du passé colonial et ça se traduit dans beaucoup d'aspects sociaux, territoriaux, socio-économiques dans les pays producteurs. Et là aussi, il y a énormément d'enjeux sur la manière dont la commercialisation se fait de ces produits, la relation entre les producteurs et les coopératives et les exportateurs. Tous ces liens dans la chaîne sont très importants. Et donc, voilà, c'est, je pense, des choses que ces filières partagent et qui sont, du coup, regardées de très près quand on parle de filières de spécialité. Voilà, donc après, on peut parler aussi de différences. Le cacaoyer est originaire de l'Amazonie et est aujourd'hui très présent en Afrique. Le caféier est originaire d'Afrique et est aujourd'hui très présent en Amérique latine. Il y a eu des croisements qui se sont faits pour des raisons économiques, coloniales aussi d'ailleurs, historiques. Voilà, donc... Et je pense qu'aussi, si on continue ce parallèle un cran plus loin, je pense que c'est deux filières qui partagent pas mal de choses aussi dans la manière dont elles sont en train de vivre une transformation sur la manière dont on appréhende effectivement le sourcing, mais aussi dont on appréhende la dégustation, dont on appréhende la transformation. Et du coup, là aussi, il y a beaucoup d'inspiration qu'on peut porter d'une filière à l'autre et de leçons qu'on peut tirer, en tout cas des expériences d'une filière et de l'autre. Et donc après, on dit parfois que dans ce sens, en termes de développement, le café de spécialité a une dizaine d'années d'avance en termes de structuration de la filière, en termes de business aussi, tout simplement. On peut dire que c'est vrai sous pas mal d'égards. Après, c'est vrai que c'est deux filières qui ne font pas du tout la même taille. Bien sûr, le monde consomme beaucoup plus de café qu'il ne consomme de cacao. Donc là aussi, voilà. Et puis c'est deux produits qui sont aussi différents au final. Il y en a un qui se mange, il y en a un qui se boit. Enfin. J'ai un tout petit truc à rajouter Bien sûr, vas-y, qui est super important. Quand on achète un cacao ou un café qui est issu de l'agroforesterie, qui est bien traité à l'origine, en fait, souvent même, c'est meilleur en tasse ou dans la bouche. Donc, c'est ça qui est vraiment très sympa. On va pas seulement se dire, allez, on va aller faire notre bonne action, on va aller acheter un chocolat, et il est pas bon, c'est pas grave, mais il est en agroforesterie. Non, il sera bon, en fait. C'est ça qui est super. On aura toujours plus de saveur avec un café ou un cacao qui a été cultivé sur un sol riche, à son origine, sous les arbres, avec amour par les cacaoculteurs et caféiculteurs. Donc plus on a de respect pour le produit et pour son environnement avec un sol riche, plus on aura une meilleure tasse ou une meilleure tablette de chocolat. Donc il faut vraiment pas hésiter. Et c'est ça qui est important. C'est meilleur et au palais, et pour la planète, et pour les hommes. Donc tous les feux sont au vert pour ce type de produit. Et c'est de toute façon à toi que je vais redonner la parole à la suite, parce que l'idée aussi, donc au-delà de la dimension sourcing, il y a quand même une dimension économique qui est importante d'aborder. Je te reprends juste après, excusez-moi, parce qu'il y avait quand même un sujet de similitude en fait entre les deux mondes, qui était la place de l'artisanat, que je voulais d'abord aborder et après voir la dimension business, parce qu'on parle toujours en fait d'artisanat dans le café de spécialité et dans le cacao de spécialité aussi. Et on en parle en fait depuis le début justement de ce métier, de cette richesse de savoir, de cette transmission, de cette passion. Et je voulais d'abord donner, place aux dames, la parole à Carolina sur justement quelle est la place de l'artisanat en France du coup. Alors, j'aimerais bien parler aussi sur la place de l'artisanat en Colombie. Aussi, bien sûr. J'ai travaillé pendant 20 ans à exporter des produits français parce que quand j'étais arrivée ici, j'étais vraiment fascinée par cet artisanat.
la façon de faire de tous ces produits, les huiles d'olive, la moutarde, tous ces produits qui sont fabriqués en France et qui rayonnent partout. Partout où j'allais et je disais, cette moutarde, elle est française, cette huile d'olive, il est français. Ça rayonnait partout déjà de dire que c'était fabriqué en France. Donc en France, on a la chance de pouvoir apprécier tous ces produits qui sont fabriqués avec des recettes de tradition qui ont été fabriquées de génération en génération avec des procès qui sont très manuels et qui nous donnent tous les terroirs qu'il y a en France. Et donc, j'ai grandi en Colombie et quand j'ai appris tout ça, je me suis dit, ben, OK, en Colombie, il doit en avoir aussi parce que chaque fois que je vais en Colombie, tout a beaucoup plus de goût, tout est différent. J'ai commencé à étudier tout ce qui est la partie de terroir. Et donc, en Colombie, quand on dit aujourd'hui, on est reconnu pour les cafés. Donc, oui, les cafés, il est reconnu, mais il y a plein d'autres produits que même les Colombiens, ils ne connaissent pas ou qui ne se rendent pas compte de cette valeur qu'il y a dans ces produits qui n'est pas seulement cultivé. Est-ce que tu peux les citer justement, ces produits-là? Oui, donc par exemple, bon, déjà, il y a les cafés. Donc, on est le 3e producteur de café au monde. Les cacao, c'est un bon exemple aussi, mais on représente que 1% de la production de cacao au monde. Et comme disait Alexis, on a vraiment très en arrière par rapport à tout ce qui est la protection de ce cacao, de protéger comment c'est cultivé. Il n'y a pas vraiment une entité qui met en valeur et qui protège les producteurs, comme il y a la Fédération nationale des cafeteros qui a fait un travail incroyable pour protéger, pour vraiment soutenir les producteurs colombiens. Donc, pour les cacao, on est vraiment en retard. Il y a des fruits qui, on les mange ici, bien sûr, mais quand on les mange en Colombie, elles sont finies, sa maturation, ils sont baignés par le soleil, on va les prendre comme les raisins pour faire les vins. On va les finaliser, on va vraiment laisser finaliser. Donc, quand on les mange en Colombie, ils sont pas du tout le même goût que quand on les mange en Europe. Donc, les fruits, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de cultures qui se sont découvertes et qui se sont on a donné plus d'attention, comme tout ce qui est les ingrédients de l'Amazon. Donc, ils ont toujours été là, mais personne connaissait que c'était les communautés des Indiens. Ils connaissaient très bien que c'était des superfoods. Mais aujourd'hui, on commence à parler de superfoods qui viennent de l'Amazon et je pense que la plupart des gens ne connaissent pas vraiment la Colombie. À un tiers du pays, c'est l'Amazon. Donc, on a tous ces produits-là qui sont produits aujourd'hui. Donc, c'est les maca, l'açaï, il y a les copoazú, que c'est un frère de Théobroma pour faire du cacao, qui ont des valeurs assez impressionnantes qu'on ne sait pas comment les transformer en Colombie. Donc, il y a plein de produits que peuvent être produits à l'origine et qu'on peut partager, mais personne connaît, personne parle des produits colombiens qui sont fabriqués à l'origine. Et donc, c'est pour ça que c'est ma mission de vraiment montrer ici en France et en Europe qu'il y a des produits qui sont cultivés, fabriqués à l'origine, qui sont équivalents à des produits qui sont fabriqués sur le sol européen. Bien sûr. Et ça donne très envie ce que tu dis, de découvrir justement cette richesse en fait de produits colombiens. Oui. Je vous ai fait un super beau teasing tout à l'heure par rapport à Benjamin, donc je lui laisse la parole justement pour revenir un peu sur le sujet principal, sur pourquoi tu es devenu torréfacteur en fait de Bean to Bar et de cacao de spécialité. Je pourrais dire que j'ai été guidé que par le business, mais d'abord par la gourmandise parce que j'aime bien le chocolat en fait. Donc ça commence par là. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai attrait business. C'est venu comment donc les cours du cacao, ils ont explosé, comme les cours du café. Et le chocolat un peu de commodité que je pouvais commander, comme je vous disais tout à l'heure, chez Montbana et compagnie. Du coup, c'est monté à des prix qui étaient quand même très onéreux et où il y a un moment où on arrive à se dire non, là, ce que je mange, là, ça vaut pas le prix auquel je l'achète. Et je n'étais pas le seul à me poser ces mêmes questions. Il y a mes clients aussi. J'ai commencé par travailler avec un artisan de Bean to Bar local, avec qui je travaillais encore un peu. Avec des plaquettes de chocolat, tout simplement, on a fait goûter aux clients. Et les plaquettes de chocolat étaient même encore plus chères que les commodités Montbana, mais avec un niveau de qualité qui était radicalement différent. Moins d'ingrédients, pas de lécithine, pas de vanille, très peu de beurre de cacao. Vraiment, fèves, sucre, un petit peu de beurre pour certaines recettes parce qu'il y a besoin de beurre de cacao sur certains chocolats. Mais ça s'arrête là. Et bien meilleur. Les clients étaient prêts à payer encore un petit peu plus cher, mais c'était vraiment meilleur. C'est là où on commence à se poser la question, on se dit mais est-ce que nous on peut apporter quelque chose? Et moi en fait en tant que torréfacteur de café de spécialité, mon métier c'est pas seulement de prendre du café vert, de le mettre dans un four, ça tourne et ch'ting c'est cuit comme un micro-ondes. Il
il y a vraiment un travail sur la courbe, sur vraiment comment va réagir le grain dans le torréfacteur pour sortir vraiment un profil plus ou moins fruité, plus ou moins aromatique. Ça, c'est ma patte personnelle. Il y a des écoles, il y a l'école Bonkawa, mais il y a l'école Lomi, il y a l'école de vraiment l'arbre à café. Et voilà, on a chacun notre façon, on peut vraiment apporter notre histoire et ce qu'on veut faire dire au grain, en tout cas. Et ben dans le chocolat, c'est pareil. Et mon premier essai, c'était avec un Opita, un Colombie, un Huila, en cacao. Je le mets, j'ai appliqué mes principes de torréfaction comme pour le café spécialité. Et j'en ai sorti une bombe, vraiment une bombe fruitée avec des notes de cranberry et de framboise. Et c'est là où j'ai compris, par rapport à d'autres, en fait, d'autres chocolatiers. Les chocolatiers savent connaissent vraiment par cœur la mise en œuvre sur le conchage, sur le broyer, etc. Mais la torréfaction, non, ça c'est moi, ça c'est mon métier, je sais faire et je peux apporter, voilà, j'apprends le métier de chocolatier à côté, mais en tout cas sur la partie torréfaction, qui est quand même le principe d'aller révéler les saveurs de la fève avant qu'on en extrait vraiment le jus à travers les autres étapes de fabrication. Ça c'est mon boulot, quoi, la cuisson. Je sais cuire et donc j'appliquais les mêmes principes, j'arrive à obtenir quelque chose. Et c'est là où j'ai vu qu'en tant que torréfacteur de café, je peux vraiment avoir mon mot à dire sur la torréfaction de cacao et apporter quelque chose de vraiment sympa et en faire quelque chose. Donc c'est comme ça que je suis venu au cacao de spécialité, au bean to bar. Et après, bon, sur l'aspect économique, tout simplement, en fait, quand on passe de revendeur à fabricant, en plus, on gagne cette marge de production supplémentaire. Et selon les organisations de chacun, moi ça me permet aussi de caler la production sur mes temps morts via café. Hein. Donc, on n'a pas du monde dans la boutique tout le temps. Je ne torréfie pas tout le temps parce que j'ai un outil de production qui me permet de faire un petit peu d'avance. Donc, j'ai du temps pour le cacao et donc que j'utilise du coup à bon escient. Et je peux faire ma production de bean to bar. Ça me permet, alors là on va raisonner plus comptablement, mais les frais fixes sont amortis par ce temps de torréfaction de cacao de production. Voilà, donc c'est vraiment complémentaire. Ça peut s'inscrire dans un workflow de la torréfaction du café, de la torréfaction du cacao et la fabrication du chocolat. Voilà, et donc bon, j'ai une double casquette dans le cacao. Je le produis, mais aussi je représente une marque turque de machines pour la fabrication justement du chocolat, donc de toutes les étapes. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que vraiment les machines, on peut les mettre dans un workflow qui permettent d'associer ça à une torréfaction de café sans problème. Donc si vous êtes torréfacteur de café et que le cacao vous intéresse, le cacao de spécialité, foncez. Et en plus, on a Belco, il faut le dire aussi, moi j'achète leur cacao pour l'instant. Il y a un beau travail qui est fait aussi de leur côté sur le sourcing, donc on est aidé par les importateurs qui peuvent nous aider à aller vers le cacao de spécialité de manière assez sereine et tranquille, quoi. Donc sans avoir, enfin, je suis pas chocolatier, j'ai pas de CAP, j'ai pas de diplôme. Tout à l'heure, je te disais un petit peu, vous pourrez venir déguster après nos différents cacao et chocolat, et vous verrez que mes premières productions de chocolat, elles sont pas ridicules du tout. Et pourtant, je suis pas du métier. Et voilà, donc ça peut se faire. Un torréfacteur peut devenir torréfacteur de bean to bar et faire du cacao de spécialité avec un peu de sérieux, un peu de méthode et en étant accompagné comme il faut par les bonnes personnes. Tu peux en être fier parce que c'est délicieux. Je veux bien rebondir sur ce qu'a dit Benjamin. Je suis juste curieuse. Donc, j'ai goûté ton chocolat, qui est excellent pour une première fois, vraiment. Mais ce que tu disais, tu utilises les mêmes torréfacteurs et les mêmes machines pour torréfier les cafés et pour faire les chocolats. Et comment est-ce que ces chocolats que j'ai goûtés n'avaient pas du tout de goût de café? Quand on torréfie proprement et pas trop fort et que je vais pas au second crack qui va venir bien huiler mon torréfacteur, mais on est vraiment sur une torréfaction assez light, le torréfacteur ne va pas s'imprégner du goût du café, sauf si on a une mauvaise machine. Bon, j'ai une bonne machine et voilà, c'est ce qui permet de... Et bien entendu, il y a un nettoyage, je vais enlever d'abord toutes les pellicules argentées, etc. Il y a la chauffe, voilà. Et bien entendu, en tout cas, quand je passe plutôt du chocolat à nouveau au café, je vais avoir tendance à rincer mon torréfacteur avec un café conventionnel, ou au contraire ça peut lui apporter quelque chose. Si jamais il prend un tout petit bout de chocolat, ça va même l'améliorer, mais voilà, pour éviter justement après d'aller au contraire contaminer mes autres cafés. Il y a un peu ces protocoles là à avoir, sachant que torréfier du chocolat dans un torréfacteur de café, c'est pas du tout les mêmes puissances, donc faut adapter. J'ai pu adapter ma machine, ça va, mais je sais que l'idée, je touche de la peau de singe, du bois. Si vraiment j'arrive à progresser, à faire du volume, l'idée serait d'avoir une machine évidemment dédiée. Mais en tout cas, lorsqu'on est torréfacteur, on peut démarrer avec sa machine, avec 2-3 protocoles pour pas venir polluer après son café, bien entendu. Allez pas torréfier un geisha juste après avoir torréfié du cacao, c'est prendre des risques et de le gâcher. Mais en revanche, vous pouvez le rincer avec un Robusta, avec un Santos si vous faites un peu de commodité, sans problème. Et voilà. Alexis, j'ai une question pour toi justement. C'est quoi selon toi les synergies marketing qu'on peut créer entre ces deux univers, entre café
et cacao? Ouais, déjà, en fait, moi, j'ai bien aimé comment tu as commencé à répondre à la question tout à l'heure. C'est de dire, déjà, moi, c'est la gourmandise, enfin, c'est l'envie, et je pense qu'il faut vachement capitaliser là-dessus. C'est que, en fait, on rentre dans une filière de spécialité, par exemple le café, par exemple le chocolat, parce que finalement, on aime le goût, on aime explorer la complexité du goût. Et en fait, si on prend un pas de recul, c'est quelque chose qu'on peut faire dans plein de filières. Mais du coup, en fait, on se retrouve, on commence par exemple à du coup creuser, à s'intéresser à un produit, le café par exemple, et finalement, 6 mois après, on commence à devenir hyper attentif au vin qu'on va boire, aux bières qu'on va boire, au chocolat qu'on va manger, etc. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que déjà, quand on aime le goût, quand on aime la complexité, on a finalement de manière assez profonde cette curiosité. Et je pense que ça, c'est un élément essentiel. Et je pense que pour revenir sur les parallèles, c'est quelque chose sur lequel il faut vachement capitaliser. C'est quelque chose qui nous anime. C'est cette curiosité, cette envie d'explorer. Et en fait, quand on a commencé à comprendre comment fonctionne une filière de spécialité, surtout sur ces explorations, ces complexités et les enjeux, souvent aussi, on se rend compte qu'il y a plein de parallèles qu'on peut faire avec d'autres filières. Le sourcing de matières premières, les enjeux économiques, les enjeux environnementaux, comment on déguste, etc., etc. Donc, je pense que ça c'est hyper important venant d'une filière, s'inspirer de ce qu'on connaît d'une filière sur ces aspects-là pour voir comment ça peut s'appliquer à une autre filière. De manière générale, il n'y a pas suffisamment de croisement entre les filières et d'apprentissage croisé entre les filières. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire, notamment quand on est sur ces segments de spécialité. Parce qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a plus de perméabilité sur ces créneaux de spécialité entre les filières par rapport à la partie plus industrie qui est plus en silo. Je sais pas si je suis clair, mais je pense que déjà ça, c'est un aspect assez important. Ensuite, alors après, pour revenir sur vraiment café, chocolat, c'est quand même assez ancré culturellement, en tout cas dans tous les pays occidentaux, que c'est deux produits qui se consomment côte à côte. Donc là-dessus, il y a aussi, le business est là, quoi. C'est deux produits qui sont côte à côte historiquement. Donc je pense que c'est quelque chose aussi sur lequel on peut facilement capitaliser. Et après, si on prend la démarche inverse, de se dire aujourd'hui, ok, on sait que les produits se côtoient, on sait qu'on a cette curiosité, on est animé par cette envie d'explorer des univers de saveurs, en fait, ça n'a plus de sens. J'ai un coffee shop, je sers des bons cafés, je me pose des questions sur mon sourcing de café. En fait, ça n'a pas de sens de proposer des cacaos ou des chocolats qui sont pas sourcés, entre guillemets, ou qui n'ont pas de cohérence dans leur ADN avec les cafés qu'on propose. Et en fait, on se rend compte que donc non seulement il y a cette habitude de consommation conjointe entre café et chocolat, mais cette habitude de consommation, on la retrouve, si on reprend l'exemple du coffee shop, on la retrouve au niveau des boissons, chocolat chaud et café. D'ailleurs, chocolat chaud, c'est un univers qui se développe énormément avec plein de nouvelles choses. On a l'espace boutique. Finalement, on a les sachets, on a les produits chocolatés aussi dans l'espace boutique. Et après, on a aussi tout cet enjeu de la vente additionnelle dans les coffee shops et notamment la vente à emporter. Et là aussi, on peut imaginer des produits chocolatés qui sont gourmands, mais qui répondent aux mêmes valeurs, en tout cas en termes de sourcing, et qui peuvent aussi, d'un point de vue plus business, plus froid, venir augmenter le panier moyen dans les coffee shops et faire du business. Donc nous, en tout cas, c'est ce à quoi on veut répondre avec. C'est un des enjeux auxquels on veut répondre avec Bivouac et les produits concrets, c'est d'avoir en tout cas des produits qui soient cohérents vis-à-vis de ce qu'on se pose comme question dans les coffee shops de café de spécialité à tous les niveaux, dans l'espace boutique, au niveau de la caisse et dans les boissons. Donc ouais, au niveau marketing, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ouais. Il y a une dernière partie qu'on voulait aborder aussi et qu'on voulait vous partager, c'est juste prendre un petit peu de hauteur et voir comment se situe le marché du Bean to Bar à l'international. Donc ça, c'est plutôt Carolina qui va en parler. Et aussi se projeter un peu sur les enjeux futurs et un peu l'innovation. Donc, le mouvement de Bean to Bar, il a commencé aux États-Unis dans les années 2000. Les États-Unis et Canada sont vraiment les plus consommateurs de ce type de chocolat, qui vont vraiment s'intéresser à d'où ça vient, comment c'est fabriqué. Et donc, en valeur, aux États-Unis et au Canada, on consomme 10% de plus de Bean to Bar qu'on consomme en Europe. En Europe, on consomme beaucoup plus de chocolat, mais pas en valeur. Aux États-Unis, on va bien vouloir payer le travail artisan. Il n'y a pas de limite. Ici, c'est très traditionnaliste, surtout en France, où on a des références qui ont toujours été sur le marché, qui sont des tablettes qui sont très, très, très grandes, à un prix fixe. Et donc, quand on va travailler un cacao de spécialité, on ne peut pas faire 100 grammes, on ne peut pas faire de très grandes tablettes, parce que sinon, le prix, il serait trop onéreux.
Donc, il y a l'ouverture sur le payer plus pour un produit qui est fabriqué avec des meilleures matières premières, où on n'a pas l'habitude de voir et que on doit consommer parce que quand on goûte un chocolat comme ça, on va pas finir la tablette. On va vraiment prendre un petit morceau et l'arôme, le goût, il est tellement fort, tellement complexe, on va les garder très longtemps. Donc on va pas finir la tablette, c'est vraiment pas possible. Donc par rapport à l'Europe du Nord, donc les pays scandinaves, l'Allemagne, les Pays-Bas, ils sont au même niveau des États-Unis à apprécier tous ces arômes et donc ils vont être prêts à payer un prix plus élevé pour ce type de produit. Au niveau des consommations, juste pour vous donner une idée, en Colombie, on consomme 1 kilo de chocolat par personne par an. Et en Suisse et en Allemagne, on est presque à 10 kilos. Donc, on est vraiment des gros consommateurs en Allemagne. En France, on est à 7 kilos. Mais c'est pas bean to bar. C'est beaucoup plus dispersé sur tout ce qui est le chocolat qui n'a pas d'origine ou qui est mélangé avec du sucre. Donc, on n'a pas encore cette percée sur le marché, sur le bean to bar. Il y a beaucoup de pays qui commencent par exemple, tous les pays producteurs. Quand j'ai grandi, je connaissais pas du tout le bean to bar et ni les cafés de spécialité, parce que tous les cafés, les bons cafés, c'est considéré café d'exportation. Donc, on a toujours exporté les bons produits et donc les gens dans ces pays producteurs, ils ne connaissent pas les goûts des cafés de spécialité. Par exemple, mes parents, quand je fais goûter des cafés de spécialité, ils me disent mais c'est pas mon café que je connais, parce qu'on n'a jamais été vraiment familiarisé avec les goûts différents de ces produits. Et donc, je suis très contente parce que depuis 2-3 ans, il y a des cafés de spécialité qui commencent à s'ouvrir dans tous ces pays d'Amérique latine où il y a cette valorisation et on est fiers, pas seulement de produire, de l'exporter et dire, les cafés ici, c'est café d'exportation, on ne consomme pas, mais vraiment de pouvoir goûter et de avoir le goût et apprécier ce café qui est maintenant disponible aussi pour les pays producteurs. J'avais aussi une question, alors qui est un peu plus sur ce qu'on a connu, et tu as abordé un peu le sujet, Benjamin, tout à l'heure, sur des tendances marché et le sujet un peu de la hausse quand même. On voit que le marché du cacao a fait quand même x10 quand le marché du café a fait x3. Est-ce que tu peux nous expliquer, Alexis, un peu quelles ont été les réactions du marché et derrière, qu'est-ce qui en a découlé comme tendance, on va dire? Ouais, ça c'est un très 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 vaste sujet et effectivement c'est symptomatique de la manière dont la filière est structurée. Une des autres similarités entre ces deux filières, café et cacao, c'est effectivement que il y a un gros segment de ces filières qui sont traités comme de la commodité et donc sont susceptibles de fluctuer, certes souvent sur des bases qui sont ancrées dans des fondamentaux, mais parfois repris par des acteurs financiers qui ont rien à voir avec la filière et qui vont profiter des tendances et qui vont les accentuer. C'est ce qui s'est passé dans le cacao il y a 2 ans maintenant. Et donc là où il y avait effectivement fondamentalement des problèmes climatiques, beaucoup de pluie en Afrique de l'Ouest, c'est associé à cette problématique fondamentale des acteurs de trading qui ont repris les tendances et les ont accentuées jusqu'à ce que ça atteigne des sommets faramineux. Donc maintenant, si on s'intéresse aux effets que ça a pu avoir, toute la filière a été touchée. Bien sûr, producteurs, exportateurs, importateurs, artisans, industriels, tout le monde a été touché. Ça a épargné personne, parce que c'est aussi une tendance qui s'est inscrite dans le temps. C'était pas juste 3 mois et puis c'est redescendu à des niveaux d'avant. C'est globalement resté d'ailleurs sur des niveaux encore très élevés aujourd'hui. Et ça a affecté tous ces acteurs. Je veux pas parler au nom de tout le monde parce que chacun a sa propre réalité, mais de moi en tout cas, de manière très empirique, ce que j'ai pu entendre autour de moi, de manière négative. Donc à prendre avec des pincettes. Maintenant, je pense que on peut parler de l'augmentation du prix et se focaliser sur le fait qu'il soit haut, mais je crois que la problématique c'est pas tant que le prix soit haut, c'est la volatilité du prix. On avait auparavant des prix qui étaient certes aux alentours peut-être de 3 000, 4 000 $ la tonne de cacao, avec des volatilités qui pouvaient atteindre 15, 20, 25%. On a gardé ces mêmes pourcentages de volatilité, mais sur des prix qui sont à 10 000. Et c'est là le problème. Parce que du coup, en valeur, c'est-à-dire dans la réalité des gens, c'est des variations de prix qui sont conséquentes quand il s'agit de prévoir, quand il s'agit d'anticiper, quand il s'agit de faire des plans à moyen long terme. Et là, notamment, si on essaye de faire l'exercice de se mettre dans les chaussures d'un producteur,
eh ben, ça devient très compliqué parce que les prix, on n'a aucune idée de ce que seront les prix demain. Certes, les prix sont élevés aujourd'hui, mais j'avais une question un jour on me demandait, mais du coup, est-ce que les producteurs, du fait de ces prix, investissent, ont des meilleurs outils de production, etc. Et la réponse c'était, alors peut-être que ça a changé depuis, hein, mais la réponse c'était pas forcément, parce qu'il y a cette grosse inquiétude vis-à-vis du futur. On a vu le prix monter x10. Est-ce que ça veut dire que le prix peut descendre x10 aussi? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est très précautionneux et on met de côté? Voilà. Ce manque de visibilité crée beaucoup d'incertitudes. Et finalement, les acteurs les plus touchés sont aussi les plus fragiles. Et ça se voit des deux côtés de la chaîne, du côté des producteurs et du côté des artisans. C'est, je pense, ceux qui ont le moins accès à l'information. Et pour avoir une certaine visibilité sur cette volatilité, il faut de l'information. Et quand on est, par exemple, un gros acteur du trading et qu'on a une armée de gens sur place dans les pays qui comptent les cabosses pour pouvoir anticiper les prix, c'est pas la même chose que quand on est un autre acteur qui n'a pas cette capacité et du coup qui n'a pas cette information. Donc voilà, c'est quelques éléments qu'on peut dire par rapport à cette situation. Maintenant, il faut faire une petite nuance par rapport au café parce que un grain de café, c'est un grain de café. On va l'acheter un grain de café, on va le torréfier, ça sera un grain de café après. Une fève de cacao, elle est quand même pas mal transformée avant d'être consommée. Et notamment, il y a des recettes. Et des recettes, ça veut dire qu'on ajoute d'autres ingrédients. Donc on a cette capacité, et je pense que c'est une capacité que connaissent bien les chocolatiers et qu'ils utilisent, c'est de travailler les recettes. Alors certes, il y a beaucoup de sujets autour de si jamais on remplace le cacao par quoi? Est-ce qu'on met plus de sucre? Là, c'est quand même un peu dommage. Est-ce qu'on fait autre chose, etc. Mais il y a cette flexibilité supplémentaire, je dirais, qu'ont les chocolatiers par rapport aux torréfacteurs de café, qui sont les recettes, la créativité des recettes et toutes les associations qu'on peut faire avec le cacao. Donc voilà en quelques mots, mais ouais. C'est très synthétique et puis il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Moi, j'ai envie de rebondir un peu par rapport à ce que tu dis, mais justement, quand on voit quand même qu'il y a des enjeux très forts sur ce type de filière, je pense qu'aujourd'hui, et plus que jamais, c'est hyper important d'être connecté avec l'amont et de faire cette connexion entre producteurs et artisans torréfacteurs pour que vraiment il y ait ces partenariats de long terme qui se créent. Important justement de travailler la qualité, important d'être sensibilisé à comment ces produits, comment on peut faire mieux, comment on peut en fait accompagner toutes ces deux filières pour qu'elles soient vertueuses le plus possible et justement décrier un peu que font mal les gros industriels, pardon. Si je rajoute du coup, et je veux juste rajouter une petite chose, effectivement, pour rejoindre ce que tu dis, c'est que on voit ces tendances de prix et des fluctuations de prix à un niveau très macro, et finalement le message, et c'est ce que tu dis, c'est-à-dire se rapprocher au niveau micro, des micro-réalités et se reconnecter. Et ça, je pense que c'est des choses que tu partages aussi, enfin qu'on partage tous, mais c'est de se dire, ok, c'est quoi en fait la réalité des gens qui produisent la matière première que j'utilise et de voir comment eux sont impactés parce que finalement il y a 1 milliard de raisons qui font que la réalité dans une certaine région de Colombie va être radicalement différente de la réalité dans une certaine région du Salvador. Il y a le besoin de se reconnecter effectivement avec cette réalité micro et après pour revenir juste sur l'autre côté en tant que chocolatier ou voilà, ceux qui proposent des produits chocolatés, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très important, et notamment là je parle vraiment de chocolat, c'est que le chocolat c'est un univers dans lequel on est, je pense, la majorité d'entre nous en tout cas rentrés enfants, et notamment par la gourmandise, par un côté assez naïf et l'envie de se régaler. Et je pense qu'en tant que chocolatier aujourd'hui, et je pense aussi pas mal aux chocolatiers Bean to Bar, c'est ce qu'on essaye de proposer avec Bivouac, c'est de proposer des choses gourmandes et des choses qui sont accessibles en termes de goût au plus grand nombre. Et donc là aussi, ouvrir un petit peu avec certes des cacaos qui sont très bien sourcés, c'est pas la question. Et là, on a la chance notamment d'avoir des acteurs qui se structurent comme Belco pour avoir accès à ces cacaos, mais de laisser aussi vraiment s'exprimer la créativité quand il s'agit de la gourmandise. Il n'y a pas de honte c'est souvent malheureusement le sujet quand on parle de chocolat. C'est qu'effectivement, il y a des choses qui se développent de manière très puriste et c'est magnifique. Mais je pense aussi qu'il y a tout un créneau à aller chercher sur des choses bien sourcées autour de la gourmandise et de la convivialité. Voilà. Dans le but de démocratiser le plus possible. Exactement. Ouais. Benjamin, je pense que tu vas avoir le mot de la fin. Est-ce que le bean to bar de spécialité va devenir une norme dans le café de spécialité? J'espère. Ce serait dommage pour les torréfacteurs de café de spécialité de passer à côté. À la fois par rapport à la passion que ça peut animer, qui est aussi forte que pour le café, parce qu'il y a vraiment une grande richesse à aller explorer et c'est mettre quelque chose en plus dans sa mémoire sensorielle et vraiment dans la passion du quotidien. Mais aussi, il y a une vraie raison business. Le café monte, parfois effectivement pour des mauvaises raisons, donc spéculatives. On a encore partagé récemment
des cours qui ont pris 15 cents parce qu'il n'avait pas plu la semaine dernière au Brésil. Mais en fait, il pleut jamais cette semaine-là au Brésil parce que c'est la saison sèche. Mais donc voilà, il y a ce genre de ce que j'appelle de débilité vraiment au niveau des cours du café. Et derrière, qui nous impacte en tant que torréfacteur sur ce qu'on peut proposer nous à nos clients. Et du coup, on fait le choix souvent d'aller se spécialiser, d'aller proposer d'autres choses pour sortir des marchés boursiers. Et avec le cacao spécialité, on peut avoir un peu cet attrait, un peu voilà, on propose des choses luxueuses, voilà, qu'on retrouve pas en grande distillerie, qu'on retrouve pas ailleurs. Et quand on vient chez nous, c'est pas pour acheter du café, c'est pas pour acheter du chocolat, c'est pour acheter notre café et c'est pour acheter notre chocolat. Avec en plus le côté fort ancrage local. À mes clients, quand je leur montre une tablette de chocolat de n'importe quel artisan chocolatier, même quelqu'un qui ne serait pas très loin de chez moi, et quand je leur dis par contre celle-là, elle est faite chez moi, ils achètent la mienne. Et il y a aussi cet aspect-là, quoi. Donc on peut vraiment s'approprier ce marché, et en tout cas dans nos torréfactions, sans forcément faire de l'ombre aux autres chocolatiers. Hein, voilà, c'est une autre part de marché, et on a vraiment notre mot à dire pour pouvoir aller faire découvrir toutes les saveurs avec notre expérience de torréfacteur de café de spécialité. Donc, s'il y a des torréfacteurs dans la salle ou des gens qui veulent vraiment qui veulent faire du café, pensez aussi au cacao, au chocolat bean to bar. Vous pouvez le faire. C'est pas compliqué. Vous pouvez y aller, vous pouvez progresser et vous serez bien entouré. Pour conclure du coup cette conférence, moi je voulais juste rajouter que au final, par rapport à tout ce qui s'est dit, on voit bien que le bean to bar, ça s'inscrit aussi dans une logique artisanale et transparente qui séduit de plus en plus de consommateurs qui sont très éclairés et avertis sur les sujets de la consommation aujourd'hui. Et comme vraiment le café de spécialité l'a fait avant lui. C'est ça vraiment, je trouve, qui est important. Et finalement, en unissant ces deux mondes, les torréfacteurs, importateurs et chocolatiers peuvent vraiment diversifier leur offre et surtout en fait renforcer la valeur ajoutée du métier et surtout en soutenant, comme je le disais au début, des filières durables et innovantes. Merci à tous pour votre attention. Merci. Eh bien voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres podcasts de ces 3 jours caféinés. Et sinon, on se donne rendez-vous en septembre pour le prochain Paris Coffee Show. En attendant, si vous voulez rester au courant des dernières actualités du café de spécialité en France, abonnez-vous au compte du Collectif Café et du Paris Coffee Show sur vos réseaux sociaux.